Noah est l'aîné 13e fils de la famille royale, l'un des 13 princes impériaux issus des entrailles du roi. Il ouvre les yeux, découvre une femme bienveillante le regardant, et se demande si c'est sa mère ou une simple servante. Mais avant qu'il ne puisse le comprendre, le visage d'un vieil homme barbu, qui s'avère être son père, le roi s'approche pour l'inspecter de la tête aux pieds. Le roi mentionne que Noah semble tenir de sa mère, et celle-ci se dérobe aussitôt, affirmant que ses yeux et ses sourcils ressemblent trait pour trait à ceux du roi. Noah remarque qu'il peut voir ses propres statistiques, mais rien ne semble encore avoir de sens pour lui. Soudain, l'un des mages de la cour s'approche, le prend délicatement dans ses bras, et annonce au roi que Noah possède l'affinité magique de l'eau. Le roi rit joyeusement à cette nouvelle, affirmant que lorsque Noah atteindra l'âge adulte, il recevra les terres des royaumes du Sud, là où vivent la plupart des clans de mages de l'eau, afin qu'il puisse les gouverner avec la plus grande justice. Sur ce, le roi demande aux mages de la cour de jeter un œil aux statistiques de Noah. Mais au moment même où ces statistiques sont révélées, toute la cour se tait, et même le roi a du mal à croire ses propres yeux. L'une des personnes de la cour s'écrie que c'est un miracle, tandis que les autres se joignent au chant, ce qui trouble Noah. Il vérifie alors ses propres statistiques, seulement pour réaliser qu'il possède celle d'un mage de l'eau de rang SS, un fait inouï, encore moins à la naissance. 6 années s'écoulent après ce jour, et Noah est devenu un jeune homme en pleine santé. Il a lentement découvert le royaume des miroirs, que son père gouverne, où la situation est calme depuis plusieurs décennies, les gens vivant désormais paisiblement, sans aucune guerre. Le roi est très aimé du grand public, tout comme ses fils, adorés par les habitants et les familles nobles du pays. Mais Noah n'est pas vraiment intéressé par les intrigues politiques du royaume, car il a réalisé quelque chose d'important sur lui-même au cours des 6 dernières années. Il s'avère qu'il possède un don spécial, dont personne d'autre n'est dit conscient. Il peut siphonner l'expérience de ses subordonnés, ce qui signifie que plus il a de servantes, plus il peut devenir puissant. Cela implique également que, contrairement à d'autres qui ont un plafond de niveau, Noah peut progresser indéfiniment et devenir le mage le plus fort de la planète. Ses servantes semblent lui être entièrement loyales, discutant entre elles de la façon dont, même à l'âge de 6 ans, Noah se comporte déjà plus comme un adulte que comme un jeune enfant. Il se rend bientôt à la salle à manger pour prendre son petit déjeuner et réfléchit à la façon dont ses capacités et compétences sont assez limitées à ce stade, en raison de son jeune âge. Mais s'il continue à s'entraîner, il devrait continuer à grandir à un rythme rapide et éclipser ses frères aînés. Ses pensées sont interrompues par une belle servante nommée Evelyne, qui lui annonce que le prince héritier du royaume et le 4e prince sont tous deux venus lui rendre visite. Noah décide de terminer rapidement son petit déjeuner, car même s'ils sont ses frères, il ne devrait pas faire attendre le prince héritier de tout le royaume. Il entre bientôt dans la chambre d'amis et s'agenouille pour accueillir ses frères aînés, le prince héritier Albert et le 4e prince Henry. Albert regarde Noah avec des yeux froids, lui demandant où il était, tandis qu'Henry le salue plus chaleureusement, affirmant que Noah semble devenir un jeune homme des plus courtois. Albert affirme que Noah fera un excellent chancelier un jour et lui dit qu'il a un présent pour lui. Il tape dans ses mains et immédiatement un serviteur terrifié entre dans la pièce portant un petit cercueil qui émane une aura des plus mortelles. Noah est confus devant un cadeau si étrange, mais Albert ordonne au serviteur d'ouvrir le cercueil, ce qu'il est contraint de faire à contre-cœur. Au moment où il ouvre le cercueil, une aura d'hommes morts et mourants éclate dans la pièce, que Noah peut clairement ressentir en fixant l'épée à l'intérieur. Se demandant ce qu'il venait de ressentir, bon sang, avant qu'il n'ait eu le temps de reprendre ses esprits, Albert lui dit de la prendre et de voir ce que ça fait. Noah réalise qu'il ne veut vraiment pas manipuler cette lame. Mais considérant que c'est un cadeau du prince royal, il ne peut vraiment pas refuser et est contraint de la prendre. Il saisit l'épée doucement et la soulève, même si elle est bien trop grande pour son petit corps à l'heure actuelle. Albert sourit et dit à Noah qu'il savait qu'il en était capable, et explique enfin que cette lame est une épée spéciale, conçue pour être maniée par les mages de l'eau, et qu'elle est connue sous le nom de Léviathan. Il révèle également qu'avant lui, plus de 120 personnes ont tenté de la tenir, mais aucune n'a survécu pour raconter l'histoire. Cela l'effraie, et il manque de laisser tomber la lame brillante. Mais Henry lui dit de ne pas s'inquiéter, car la malédiction de cette épée est si puissante qu'il serait mort au moment même où il l'aurait touchée si l'épée avait refusé de l'accepter. Sur ce, Albert et Henry se lèvent dès pour partir, tandis que Noah s'incline, pensant en lui-même à quel point ce prince héritier méprisable, qui est malheureusement son propre frère aîné, le testait avec une tâche si dangereuse, et ce, sans absolument aucune raison. Mais il sait que s'il le disait à voix haute, cela signifierait sa tête sur une pique. Plus tard ce soir-là, alors que Noah se préparait pour aller se coucher, il remarque que l'une de ses servantes semblait très tendue. Alors il lui demande si tout va bien. Zoé, la servante, hésite d'abord, mais quand Noah insiste pour connaître la vérité, elle s'agenouille immédiatement, affirmant qu'elle souhaite du temps libre, car une inondation a ravagé son village et tout a été emporté. Sa famille meurt de faim, et elle prévoit de vendre son corps dans le quartier rouge, dans l'espoir de collecter suffisamment d'argent pour aider les siens.
Noah lui dit d'arrêter de parler, affirmant que Zoé est sa servante personnelle et qu'il ne peut pas la laisser partir aussi longtemps. Il lui dit d'amener sa mère au domaine et il lui donnera le poste de gardienne de la porte arrière, la payant 5 000 $ par mois. Zoé est confuse et affirme n'avoir jamais entendu parler d'un tel poste, et même alors, le salaire semble incroyablement élevé. Noah lui dit de ne pas s'en faire et qu'une maison vide l'attend dans la banlieue ouest de la capitale, où elle pourra vivre avec sa famille. Zoé n'en croit pas ses oreilles et commence à pleurer quand Dylan, le majordome, sort et demande à Noah s'il désirait quelque chose. Noah lui demande s'il est au courant de l'inondation dans la ville natale de Zoé et lui dit d'acheter autant de terre que possible dans cette zone. Dylan est confus car ce serait un mauvais investissement, mais Noah lui explique qu'ils doivent protéger les personnes dans le besoin là-bas car s'ils n'interviennent pas, des bandits occuperont ces terres et commenceront à squatter. Dylan est choqué par cela et Noah demande ce qui ne va pas. Mais Dylan répond qu'il est simplement surpris de la façon dont Noah gère si bien la situation, avec la prévoyance d'un homme expérimenté, considérant qu'il n'a jamais rien vécu de tel auparavant. Noah pense qu'il a vu plus que sa juste part de destruction dans sa vie antérieure, mais il ne peut évidemment pas révéler cela à quiconque. Dylan répond que, selon son estimation, l'ensemble des terres devrait coûter environ 70 millions de dollars, ce qui choque Zoé. Même Noah sait que c'est une somme très importante. L'ensemble de ses serviteurs gagne environ 82 000 $ par an. Lui-même dispose d'environ 50 millions de dollars en fonds provenant des impôts et des cadeaux de ses frères. Mais cela laisse encore 22 millions de dollars. Il se tourne et interroge Dylan sur les terres qu'il possède au sud de la capitale, affirmant qu'ils devront les vendre. Dylan est choqué et déconseille à Noah de le faire, car ces terres étaient un cadeau de son père, le roi lui-même, et les vendre serait d'une impolitesse inimaginable envers sa propre famille impériale. Noah lui dit de ne pas s'inquiéter de tout cela, car il s'occupera de son propre père plus tard. Il leur explique que les nobles ont le devoir de se sacrifier afin d'apporter la paix et le bonheur à leurs sujets. Plus que cela, il sait aussi qu'un noble qui joue le martyr est aimé du public, ce qui pourrait s'avérer utile tôt ou tard. Dylan s'incline devant lui et lui dit qu'il s'occupera de tout avant de partir faire les préparatifs nécessaires. Le lendemain matin, Noah se prépare avec son armée de servantes pour tout organiser en vue d'une inspection de la zone inondée. Quand il est interpellé par le 4e prince Henri, il court immédiatement vers lui avec un salut chaleureux, s'excusant de ne pas être venu plus tôt. Mais Henri lui dit de ne pas s'inquiéter et lui demande où exactement Noah compte se rendre. Noah répond qu'il y a une région nommée Dassa, qui a été complètement inondée, et qu'il a l'intention d'y acheter des terres et de l'inspecter pour évaluer les dégâts. Henri remarque l'épée que lui a donnée Albert et lui demande s'il compte l'utiliser durant sa visite. Noah répond qu'il la porte juste au cas où il devrait s'en servir. Mais il n'est pas encore sûr, car il n'a rien ressenti de différent à son sujet depuis sa première rencontre avec elle. Henri éloigne Noah des regards indiscrets et lui dit qu'il était un peu inquiet à propos de cette épée et de la générosité soudaine d'Albert. Il a donc fait des recherches de son côté et a découvert que l'épée semble avoir une volonté propre et ne peut être contrôlée que par quelqu'un qu'elle reconnaît comme son véritable maître. Noah se souvient de la vision qu'il a eue de toutes les personnes précédentes qui ont tenté de la maîtriser, et réalise que cette épée est fondamentalement comme un chien enragé. Il devra donc gagner sa possession avant de pouvoir vraiment la maîtriser. Henri lui dit d'être prudent et lui déconseille de l'utiliser, à moins que ce ne soit absolument nécessaire, car il a le mauvais pressentiment que l'épée lui prendra la vie, tout comme elle a pris celle de centaines d'autres personnes avant lui. Avec cet avertissement, Noah part pour la région de Dassa, et est surpris de voir l'ampleur de la destruction causée par les inondations. Il dit à Dylan de trouver le bureau du gouvernement le plus proche et de se renseigner sur les titres de propriété de ces terres, puis il se rend dans le village avec Zoé pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe sur le terrain. Il remarque des hommes dans des abris rudimentaires se rassemblant pour obtenir la nourriture de secours du gouvernement, ce qui le rend un peu heureux. Mais cette joie disparaît complètement quand il prend une bouchée de la bouillie infâme qui leur est servie. Il ne peut pas croire que le gouvernement puisse avoir des normes si basses et aller demander à voir le fonctionnaire local de cette zone, quand, par chance, le fonctionnaire local, nommé Lord Garl, entre dans la zone pour une inspection. Noah s'attendait à ce qu'il prenne des mesures contre la terrible qualité de la nourriture, mais à sa grande surprise, l'homme s'est bouché le nez et a jeté un coup d'œil à la bouillie avant d'affirmer qu'elle était suffisante, ce qui a rendu les cuisiniers ravis, eux qui profitaient de la situation. Le chef cuisinier lui dit que son repas est prêt au manoir, et Garl décide immédiatement de partir pour le festin qui l'attendait. Noah ne pouvait pas supporter cela et s'avance immédiatement pour confronter l'homme. Il traite Garl de petit bâtard corrompu avec une petite bite, ce qui le frappe là où ça fait le plus mal. L'homme à l'ego fragile tire immédiatement une épée sur Noah. Noah appelle aussitôt l'épée Léviathan qu'Albert lui a donnée, espérant qu'elle le tuerait, et l'épée vole immédiatement vers lui. Au début, il pensait que l'épée lui obéirait simplement,
Mais il réalise soudain la véritable force de l'épée alors qu'elle commence à lui résister, le brûlant de son aura sinistre et puissante. Noah refuse cependant de reculer, persiste et parvient finalement à maîtriser l'épée, prenant le contrôle de la lame légendaire une fois pour toutes. Une fois cela fait, Garl n'avait aucune chance. Noah a facilement paré son attaque et a décidé que la sentence pour avoir trompé les habitants en temps de catastrophe n'était rien d'autre que la mort. D'un coup de taille rapide, Noah lui a tranché la tête nette, choquant tout le monde dans la zone. Immédiatement, les gardes commencent à les encercler et il aurait été lynché. Mais il enfonce l'épée dans le sol, créant un trou incroyablement profond dans la terre, ce qui choque tout le monde. Ce chaos a attiré l'attention du chevalier nommé Rohan, qui venait d'être nommé gestionnaire de cette zone, et il reconnaît immédiatement Noah et s'agenouille. Tout le monde est surpris, mais ils suivent bientôt le mouvement, s'agenouillant devant lui, tandis que Noah dit à Rohan que la première chose qu'il doit faire est de s'assurer que tout le monde ici reçoive de la bonne nourriture. Et Rohan immédiatement s'excuse pour son oubli et se met à la tâche. Après son retour, Noah est immédiatement appelé à la capitale par son père, où il s'attendait à être réprimandé. Mais à sa grande surprise, son père le félicite d'avoir pris les bonnes décisions au bon moment et vérifie à nouveau ses statistiques qui ont considérablement augmenté depuis la dernière fois qu'il les a vues. Il remercie Noah pour son aide et lui dit qu'il aura besoin de lui pour continuer à l'aider à gouverner ce royaume. Quelques jours passent, mais Noah reste dans la capitale car cette ville est le cœur battant de tout le royaume et l'endroit de loin le plus prospère, où de nombreuses personnes talentueuses viennent chercher du travail. Son plan est de s'approprier l'une de ces personnes talentueuses afin d'augmenter ses propres statistiques et de devenir rapidement une force avec laquelle il faut compter. Sa première candidate est une jeune fille dont il a entendu parler, censée être une chanteuse incroyable qui a récemment fait parler d'elle comme une étoile montante brillante. Il découvre le théâtre où elle va se produire et prend place aux côtés de Zoé pour voir si elle est à la hauteur de sa réputation. Bientôt, une jeune fille avec un chapeau haut de forme, nommée Ali, apparaît sur scène et se prépare à se produire devant le public. Elle commence alors à chanter et immédiatement Noah est hypnotisé par sa voix. Il sait qu'elle n'est pas la meilleure chanteuse technique qu'il ait jamais entendue, mais elle est certainement celle qui semble vraiment aimer son art passionnément. Il pense qu'avec la bonne formation et les bons conseils, elle peut atteindre la grandeur et commence à envisager de la prendre sous son aile. Avant même que la représentation ne puisse se terminer, un groupe de voyous fait irruption dans le théâtre et crie à Ali de fermer sa gueule. Tout le public retient son souffle, se demandant ce que ces méchants veulent, tandis qu'Ali reste là, effrayé, pendant que les voyous se dirigent vers la scène. L'un des travailleurs essaie d'intervenir, mais le gros le pousse immédiatement de côté avant de sauter sur la scène. Il lui crie de payer, affirmant que chanter sur ces scènes ne lui rapportera jamais assez d'argent pour payer les dettes de son père. Elle frissonne, lui disant de la laisser partir, car elle essaie de gagner de l'argent et les paiera bientôt. Mais le gros lui dit que c'est une façon minable de gagner de l'argent et que si elle veut en gagner beaucoup, vite et facilement, elle doit créer une chaîne sur les réseaux sociaux et y poster des photos aguicheuses, des selfies et peut-être même son eau de bain. Elle lui dit qu'elle est une fille respectable et ne s'abaisserait jamais à faire de telles choses, mais le gros menace de lui casser les deux jambes si elle ne fait pas ce qu'il dit. C'est alors que Noah décide d'intervenir et dit au gros de s'éloigner immédiatement de la jeune fille. Le gros se retourne et dit à Noah de retourner sur les genoux de sa mère pour boire son lait, sinon il le tabassera. Noah s'en fiche cependant. Il saute de son siège et commence à marcher vers la scène, disant au gros qu'il est illégal de faire assumer aux enfants les dettes de leurs parents, selon le décret de la loi impériale. Il est également illégal de forcer les gens à vendre leur corps pour payer des dettes, quelles qu'elles soient. Le gros le saisit avec colère par le col et le soulève en l'air, affirmant qu'aujourd'hui est le dernier jour de Noah sur Terre. Mais il ne sait pas vraiment à qui il parle. D'un simple mouvement de doigt, Noah crée une aura violette menaçante qui projette les trois voyous au sol, tandis que Noah sort son épée et la pointe vers le gros. Les voyous réalisent qu'ils sont peut-être dépassés à ce stade, alors ils rentrent immédiatement la queue entre les jambes et commencent à s'enfuir. Zoé va vers le travailleur blessé et l'aide à se relever, tandis que Noah lui dit qu'il devrait les lui envoyer s'ils reviennent un jour ici pour harceler quiconque. Zoé lui tend une carte de visite et le travailleur est choqué de voir que le garçon devant eux est en fait un prince de ce royaume. Noah ne se soucie pas vraiment de la fanfare, cependant, et se tourne vers Ali pour lui demander quelles sont ses dépenses mensuelles. Elle y réfléchit un moment, considérant qu'elle doit aussi s'occuper du traitement de sa mère, et répond que ses dépenses mensuelles devraient être d'environ 600. Noah lui dit qu'il la paiera 2500 $ par mois afin qu'elle puisse travailler son chant et s'améliorer. Elle est choquée d'entendre cela et n'en croit pas ses oreilles, tandis que Noah lui assure que son salaire augmenterait également à mesure qu'elle s'améliorerait. Sur ce, il lui dit de terminer la chanson, car il aimerait entendre comment elle se termine, puis retourne à son siège. Plus tard, ce soir-là,
Quand il est rentré chez lui, il est accueilli par ses servantes et remarque soudain que les voyous de l'après-midi inclinent la tête vers le sol, suppliant une audience pour pouvoir s'excuser. Il sait que ce n'est que maintenant qu'ils ont réalisé qu'il était le prince du royaume, mais il décide de ne pas les recevoir et dit à sa servante de les renvoyer, affirmant qu'un prince n'a pas le temps de rencontrer des gens au hasard. Juste à ce moment-là, son frère aîné Henri arrive également, affirmant qu'il a pris la bonne décision, car il dévaloriserait sa propre autorité de prince s'il parlait à ses plébéiens chaque fois qu'il le désirait. Noah lui dit que ce n'était pas la seule raison pour laquelle il avait décidé de les renvoyer, et explique qu'il pense qu'il est toujours vraiment en colère à propos de l'incident avec la jeune fille aujourd'hui, et que cela pourrait les effrayer suffisamment pour ne plus jamais essayer de la déranger. Henri demande qui est cette jeune fille, et pourquoi il semble si investi en elle. Il affirme qu'elle est une très bonne chanteuse, et il pense qu'elle peut être un atout précieux pour le royaume si elle continue à s'améliorer. Henri sourit, affirmant que Noah est très jeune, mais qu'il réfléchit aux complexités de la situation comme un adulte. Il mentionne que Gary a presque son âge, mais qu'il agit comme un enfant total, et n'est nulle part aussi intelligent que lui. Noah répond poliment que Gary commencerait aussi à comprendre la situation assez tôt. Il sait que même s'il les appelle ses frères, Henri et Gary sont de vrais frères de sang, puisqu'ils sont nés de la même mère. Alors que lui a une mère différente. Henri tourne ensuite la conversation vers son épée, affirmant qu'il ne pensait pas vraiment que ce soit possible, mais que Noah semble sérieusement avoir maîtrisé l'épée. Il demande ensuite où se trouve exactement l'épée, et comment il la transporte, car elle est censée être bien trop grande pour lui de toute façon. Noah se lève et montre comment il fait, utilisant rapidement sa magie pour invoquer l'épée juste devant son frère. Henri est choqué, car c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un sortir des choses de nulle part, et demande jusqu'où il l'a mise, et si ça a fait mal. Noah lui dit que ce n'est rien de tel, et qu'il rétrécit simplement l'épée à une petite taille avant de la cacher juste à l'intérieur de sa propre manche. Henri reste sans voix, et se rassoit avec un bruit sourd, affirmant avec un soupir que Noah l'étonne simplement. Cette épée était considérée comme maudite et rangée avec tous les autres trésors nationaux depuis plus de 2 siècles, et personne dans l'histoire écrite n'est connu pour avoir conquis cette lame. Plus tard cette nuit-là, Noah décide de se rendre à une célébration à laquelle il avait été invité, et aperçoit les voyous, toujours au sol. Le gros s'enrage une fois de plus, car il continue d'être ignoré, et crie qu'il peut le tuer où il veut, alors il ne devrait pas essayer de faire le grand. En représailles, Noah libère simplement une infime quantité d'énergie de son épée, ce qui met immédiatement le gros à genoux une fois de plus. Noah monte ensuite dans la calèche et arrive bientôt à destination, où un vieil homme nommé Ray l'accueille à l'intérieur. La salle de bal s'anime aussitôt d'une effervescence joyeuse, la nouvelle de la présence du 13e prince se répandant. Ray interroge Noah sur l'épée qu'il porte, et celui-ci lui répond que c'est la légendaire épée, que l'on croyait maudite, et qu'elle lui a été offerte par le prince héritier Albert en personne. Cela impressionne immédiatement tout le monde dans la pièce, qui commence à murmurer que recevoir un cadeau personnel du prince héritier est un événement d'une importance capitale. Un des hommes, à l'ego fragile, débite aussitôt des absurdités, affirmant que l'épée n'est qu'un jouet, une réplique, sans réaliser qu'il parle si fort que toute la salle l'entend. Le brouhaha s'éteint complètement, tous les regards se tournent vers Noah, tandis que le type, lui, commence à suer à grosses gouttes, se demandant ce qui va bien pouvoir se passer. Noah ne lève même pas le petit doigt, mais soudain, une aura mortelle jaillit de son épée et enveloppe toute la pièce, les plongeant dans une sorte de transe. Noah ordonne aussitôt à l'épée de s'arrêter et l'aura disparaît, tandis que Ray, surpris par ses pouvoirs, affirme que chacun dans la pièce s'est senti un peu plus proche de la mort. Un peu plus tard, il s'installe sur un petit trône, tandis que tous les occupants de la pièce s'approchent trop de lui pour lui rendre hommage et obtenir ses faveurs. Tous lui semblent plutôt ennuyeux, mais finalement un homme blond nommé Alan s'avance et se présente, ainsi que sa fille adoptive, Cindy. La jeune fille semblait très attentive à la présence de Noah, mais celui-ci décide d'ignorer cela et lui demande comment il en est venu à l'adopter. Alan explique qu'il l'a initialement achetée sur un marché aux esclaves, mais qu'elle a fait preuve d'une grande volonté, d'une forte détermination, et qu'elle apprenait très vite, tout en étant socialement intelligente. N'ayant pas d'enfant lui-même, il a décidé de l'adopter comme sa propre fille. Noah lui sourit, affirmant qu'il adore ce genre d'histoire, et invite le duo à revenir à son manoir pour discuter plus longuement. Alan semblait vraiment ravi d'être le seul à avoir été remarqué parmi tous. Mais Noah confie à Ray que la principale raison pour laquelle il les a reconnus est que Cindy est, d'une certaine manière, consciente de son pouvoir. Il le démontre en libérant un peu d'énergie de son épée, mais Cindy le reconnaît immédiatement et se retourne pour s'assurer qu'ils ne vont pas être attaqués. Quelques jours s'écoulent depuis cet incident, quand un jour, alors que Noah se promenait, il rencontre le 8e prince Oscar qui décide de faire une promenade avec lui à travers le marché pour y dénicher des choses intéressantes. En fouillant parmi un tas de vieilleries, Noah remarque un grimoire et dès qu'il le prend en main, l'une de ses statistiques passe soudainement au rang S. Il s'y intéresse immédiatement et l'achète,
mais il remarque que son épée semble réagir à l'objet. Oscar semble reconnaître le livre comme un tome magique créé par un sorcier il y a longtemps. Mais le livre s'ouvre soudainement et libère un énorme monstre en plein air. Oscar dit à Noah de reculer et de se mettre en sécurité, mais Noah sort simplement son épée et fait face au démon. Il tente de trancher l'être magique, mais échoue pour la première fois. C'est alors qu'il décide d'utiliser un peu de magie supplémentaire pour sa prochaine attaque et la dirige vers le haut afin de ne rien détruire d'autre. Sur ce, la créature magique cesse d'exister, tandis qu'Oscar reste là, se demandant à quel point son petit frère est puissant à ce stade. Témoin de cet exploit incroyable, l'un des commerçants se précipite et s'incline jusqu'au sol, suppliant Noah de jeter un œil à un objet qu'il a dans sa boutique, qui pourrait bien être un véritable trésor. Il ramène les princes à sa boutique et leur montre un anneau magique, affirmant que cet anneau n'a encore accepté personne comme propriétaire, et demande à Noah de l'essayer. Noah met l'anneau à son pouce, et immédiatement, la magie s'active, son corps entier se couvrant d'une magnifique armure de plate. Le commerçant est choqué, mais Noah l'aime beaucoup et l'achète sur le champ. Mais Oscar refuse de le laisser payer, affirmant que ce sera un cadeau de sa part. Cela réglé, il décide de retourner au théâtre pour voir Ali chanter, mais au moment où il sort de la calèche, Fatil l'attaque avec une épée. Noah utilise immédiatement un bouclier de son anneau pour bloquer l'attaque, tandis que le cocher maîtrise le gros homme au sol et le capture. Noah ne s'en soucie guère à ce moment-là et entre dans l'auditorium pour voir Ali sur scène aux prises avec deux hommes ivres qui se disputent pour elle. Noah intervient et utilise sa magie pour détruire leurs vêtements, après quoi il s'enfuit du théâtre. Il fait ensuite venir le propriétaire et lui dit qu'il est déçu par la sécurité, ou plutôt son absence, dans ce théâtre et lui propose de racheter tout l'établissement. Le propriétaire hésitait un peu, mais Zoé sort immédiatement 100 000 $ de nulle part, ce qui donne au propriétaire toute la motivation dont il avait besoin, et il vend aussitôt. Zoé remercie le prince, affirmant qu'elle ne pourra jamais rembourser la dette qu'elle lui doit. Mais il lui dit de se concentrer sur le chant, car il veut qu'elle chante un jour devant le roi. Sur ce, il se rassoit dans le public, tandis qu'Oli commence l'une de ses chansons, spécialement pour lui. Le lendemain, toutes les servantes de Noah l'aident à se préparer, puis lui annoncent qu'il a un rendez-vous aujourd'hui. Alors que Noah lit la demande de rencontre d'un homme nommé Dead, gouverneur de la région de Alljoy, qui se trouve dans le domaine de Noah, il décide d'avoir une bonne discussion avec lui sur l'état actuel de son territoire. Noah dit aux servantes de faire entrer l'homme, puis se met à poser sans raison apparente. Bientôt, Dead est agenouillé devant Noah, se présentant comme le gouverneur général de Alljoy. Il récite tout le discours formel que tout le monde prononce en léchant les bottes des royaux, mais Noah lui dit de sauter cette partie et de s'asseoir. Une fois installé, Noah remarque qu'ils se sont déjà rencontrés, et Dead confirme, disant qu'il était venu le saluer il y a environ 18 mois, lorsqu'il avait été nommé gouverneur de Alljoy par l'empereur lui-même. Noah lui demande comment se passe son travail actuellement, surtout depuis qu'il y a eu une énorme inondation à Alljoy, et que Dead est celui qui doit gérer les choses après cela. L'expression sombre sur le visage de Dead donne à Noah sa réponse, et il sait que les choses ne vont pas bien. Alljoy est l'une des principales régions productrices de céréales de l'Empire, mais elle est très vulnérable aux inondations. Un peu comme les messages privés d'une jolie fille sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi l'empereur a nommé Dead comme gouverneur. Parce qu'il vient du pays des mages de l'eau, et tout le monde pensait qu'il serait capable de faire quelque chose face à la situation des inondations. Noah décide de comprendre les problèmes auxquels il est confronté avant de le juger, et demande quel est le problème. Dead répond qu'ils n'ont aucun financement, et sans argent, rien ne peut être fait. Noah n'arrive pas à y croire, car c'était un ordre impérial de débloquer des fonds pour reconstruire Alljoy, et Dead répond que le ministère de l'Intérieur retient leurs fonds, et qu'il trouve toujours des excuses chaque fois qu'il essaie de retirer cet argent. Noah comprend toute la situation maintenant, et il lui dit immédiatement de le suivre chez le ministre des Finances Maverick, qui est occupé à manger un steak juteux pour le petit déjeuner. Il continue de se gaver, la bouche plissée, en demandant ce qui amène un prince à le voir, et Noah entre directement dans le vif du sujet. Il demande au vieil enfoiré pourquoi il ne donne pas à Dead l'argent dont il a besoin pour reconstruire Alljoy, et Maverick répond qu'il a une bonne raison pour cela. Noah le prévient que s'il dit qu'un enfant ne comprendra pas la raison, il lui fera manger le steak par le derrière. Et le vieux gros est agacé par cela. Mais il ne peut pas répliquer à un prince. Il accepte d'expliquer ses raisons et dit que Alljoy a subi de graves inondations. L'empereur a donc montré sa grâce et les a exemptés de payer toute taxe pour l'année. Il dit qu'il devrait simplement utiliser l'argent économisé en ne payant pas d'impôts pour se reconstruire, et Noah dénonce immédiatement les mensonges du ministre. Il lui rappelle que l'empereur a annulé les impôts parce que les habitants de Alljoy n'avaient pas d'argent pour les payer. Il demande à Maverick comment il ose parler comme si les habitants de Alljoy avaient de l'argent, puis il lui demande s'il le sous-estime parce qu'il est un enfant. Maverick balbutie en entendant cela et décide de changer son histoire.
Il dit que le ministère des Finances ne peut pas épargner d'argent pour reconstruire Hulljoy en ce moment, car ils construisent une résidence d'été pour l'empereur. Il essaie de convaincre Noah que puisque l'empereur va utiliser cette résidence, elle doit être grandiose, et qu'ils construisent une ville entière autour pour lui offrir le niveau de luxe qu'il mérite. Dead pense que tout espoir est perdu, car ils ne peuvent rien dire quand le nom de l'empereur est impliqué, mais il oublie que Noah est littéralement le fils de l'empereur. Il ordonne au vieil enfoiré d'arrêter de raconter n'importe quoi, car il manque de respect à l'empereur en disant qu'il veut une villa d'été luxueuse alors que son peuple lutte pour survivre. Maverick sait que s'il est prouvé qu'il a menti au sujet de l'empereur, toute sa famille sera exécutée avec lui. Et il tombe immédiatement à genoux, disant à Noah qu'il comprend mal la situation. Il promet qu'il distribuera immédiatement les fonds à Alljoy et ordonne à ses serviteurs de s'atteler à la tâche de toute urgence. Noah retourne tranquillement à son thé après avoir remporté la bataille d'esprit contre Maverick, et Dead est vraiment impressionné par ses talents de négociateur. Il commence à couvrir Noah de louanges, disant qu'il a des compétences brillantes et qu'il a décelé les contradictions d'un menteur chevronné avec une facilité déconcertante. Il s'excuse d'avoir tenté de l'utiliser pour obtenir des fonds et se prosterne au sol. Noah réalise aussi que Dead essayait simplement d'utiliser son influence de prince pour forcer la main du ministre à lui donner de l'argent. Mais cela ne le dérange pas, car il aurait de toute façon aidé son peuple. Après avoir obtenu les fonds, Dead part immédiatement pour reconstruire son territoire. Et juste à ce moment-là, un messager arrive du palais, disant que l'empereur a convoqué Noah d'urgence. Noah ne perd pas de temps pour retourner au palais, et salue son père, qui nourrit des pigeons pour se détendre l'esprit. L'empereur commence la conversation en félicitant Noah d'avoir complètement vaincu le ministre des Finances cupide grâce à son esprit, et Noah est stupéfait que son père soit au courant de ce qui vient de se passer. Ses doutes sont si évidents que l'empereur les devine déjà, et il dit à son fils que l'information est la plus grande arme qu'il puisse posséder et qu'il doit la garder affûtée. Noah intériorise ce conseil, puis dit qu'il a simplement fait ce qui était naturel en maîtrisant le ministre des Finances. L'empereur répond que faire ce qui est juste n'est pas facile pour la plupart des gens, car ils se laissent influencer par la flatterie et perdent de vue ce qui est bien. Il se retourne et donne une tape sur la tête de Noah, disant qu'il est déjà meilleur que la plupart des gens dans le monde à l'âge de 6 ans. Il demande ensuite à Noah de se lever et loue sa capacité à maîtriser l'épée légendaire Léviathan, dont la sombre histoire terrifie tous ceux qui tentent de la manier. Noah réalise à quel point l'épée est dangereuse après avoir vu de nombreux exemples, et son père lui dit alors qu'il devrait aussi apprendre les techniques pour manier correctement son arme. À cette fin, il lui a trouvé un instructeur d'escrime. Immédiatement, un chevalier chevronné, nommé Damien, s'agenouille devant l'empereur et Noah. L'empereur le présente comme le plus grand épéiste de l'Empire et demande à Noah de bien apprendre de lui. Damien demande aussitôt la permission de l'empereur pour un combat avec le prince, car il veut voir son talent brut et son potentiel avant de le prendre comme élève. L'empereur lui accorde la permission, et Noah réalise que son père fait entièrement confiance à Damien. Damien tire sa grande épée et dit à Noah de l'attaquer comme il le souhaite. Noah prend sa position, mais alors, son épée commence à faire des siennes. Il essaie de la maîtriser et attaque Damian, qui est impressionné par son premier coup. Noah sent les souvenirs des anciens utilisateurs de Léviathan affluer dans son esprit, et il utilise ces souvenirs pour désarmer Damian en quelques coups. Le chevalier accepte sa défaite et dit à l'empereur qu'il ne peut rien enseigner à Noah, car sa technique est déjà à la hauteur d'un maître d'épée. L'empereur rit fièrement en entendant cela, et il décide de récompenser l'habileté de Noah en le nommant juge en chef de l'examen de sélection des chevaliers de cette année. Noah accepte volontiers cette responsabilité, car il sait que tous les guerriers talentueux de l'Empire participent à cet examen. Parce que le vainqueur peut s'élever au rang de la noblesse, il sait que le premier travail du vainqueur est de devenir le subordonné du juge en chef, et il sent qu'il peut devenir encore plus fort avec un guerrier puissant sous son commandement. L'empereur demande ensuite à Noah s'il souhaite organiser l'examen en mode élimination ou en format ligue. Cependant, au lieu de donner une réponse à cela, Noah fait une demande surprenante. Il veut omettre le tour préliminaire régional, et plutôt organiser l'examen entier dans la capitale, afin de pouvoir juger tous les guerriers lui-même et s'assurer qu'aucun guerrier talentueux ne soit éliminé pour des raisons injustes. L'empereur lui dit de faire ce qu'il veut, et Surse Noah rentre chez lui. Il parle à Zoé de l'examen de sélection des chevaliers, et lui demande s'il y a aussi un candidat dans son village. Elle affirme, disant qu'ils envoient soit le même gars à l'examen chaque année. Espérant qu'il apportera la gloire à leur village, Noah lui dit qu'il n'y a pas de préliminaire cette année, donc ils peuvent envoyer plus de gars. Mais le talent n'est pas le problème. Zoé dit timidement à Noah qu'il n'envoie qu'un seul gars parce que c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre, même après avoir organisé une collecte de fonds pour lui. Elle dit que tout est cher dans la capitale, des repas à l'hébergement, et personne n'a d'argent pour cela. Noah décide de résoudre ce problème également, déclarant qu'il couvrira les dépenses de tous les participants, afin qu'aucun guerrier talentueux
ne perdent avant même de combattre. Il convoque immédiatement Dylan et lui dit d'acheter toutes les maisons vides de la capitale. Et si cela ne suffit pas à loger tous les participants, il lui ordonne de construire des dortoirs. Quant à la question de la nourriture, Noah dit au majordome de parler à tous les marchands avec lesquels ils ont des liens. Et il va personnellement parler à Alan de la question également. Alan lui donne une estimation, mais Noah peut dire qu'il lui a fait une énorme réduction qui le laisserait en perte. Il en demande la raison, et Alan dit poliment qu'ils ne peuvent refuser une demande du 13e prince. Ce genre de flatterie ne va pas fonctionner sur Noah, et il affirme qu'aucun marchand ne donne son argent sans raison. Alan est surpris que Noah ait décelé ses arrière-pensées, et lui dit qu'il y a un examen pour sélectionner des serviteurs pour le palais royal qui se tient à la même échelle que l'examen de sélection des chevaliers. Il affirme qu'il veut savoir quel genre de personnes y sont sélectionnées, et Noah comprend immédiatement son jeu. Il réalise qu'Alan veut placer une fille au palais afin qu'elle puisse lui donner toute nouvelle information qui y circule. De plus, si le roi devient le protecteur de la jeune fille, Alan peut en tirer beaucoup de profit. Alan devient soudain nerveux et dit à Noah que sa demande n'est pas liée à cette affaire, car il a déjà envoyé un cadeau concernant l'examen de sélection des serviteurs à son manoir. Noah est impressionné qu'Alan sache comment plaire aux gens et il décide de le soutenir. Il dit que si c'est une fille de qui l'approuve, il la recommandera sûrement pour travailler au palais. Alan est super excité en entendant cela, mais Noah lui dit de calmer ses ardeurs, car les filles doivent satisfaire pleinement ses exigences. Alan est ravi d'accepter sa condition et fait signe à Cindy. Disant qu'il sélectionnera une fille qui répondra à toutes ses exigences, il s'agenouille ensuite devant Noah, disant qu'il est profondément reconnaissant qu'un prince honore un simple marchand comme lui de sa gentillesse et de sa perspicacité, et il aimerait ajouter le blason du 13e prince à ses magasins pour lui prouver sa loyauté. Noah est ravi d'entendre cela, mais il avertit Alan qu'il ne pardonnera aucune sorte de trahison. Noah rentre chez lui avec cela, et constate que ses statistiques ont augmenté après avoir pris Alan comme subordonné. Mais alors soudain, il remarque l'une de ses statistiques diminuer, et le rang SS de son attribut d'eau se transforme en un simple rang S. Noah s'inquiète que quelque chose ait pu se passer dans son territoire d'Almiria, et il dit à Zoé de se rendre immédiatement au palais car il doit rencontrer l'empereur. Elle transmet son ordre au cocher, et Noah se retrouve devant l'empereur quelques minutes plus tard. Il lui dit que quelque chose de grave s'est passé en Almiria, et le ton de la réponse de l'empereur lui fait réaliser qu'il en est déjà conscient. L'empereur lui dit qu'il a juste l'impression que quelque chose ne va pas, mais qu'il n'y a pas encore de preuves. Juste à ce moment-là, un serviteur arrive et lui chuchote quelque chose à l'oreille, confirmant ses doutes. L'empereur dit à Noah qu'il a fait un excellent travail en comprenant que quelque chose n'allait pas. Parce qu'il y a une rébellion en Almiria, il demande à Noah quelle est son ampleur à l'heure actuelle. Et voyant qu'une seule de ses compétences a diminué en valeur, Noah estime que ce n'est pas une grande rébellion pour le moment. Le roi l'affirme et dit qu'ils ont repéré environ 5000 rebelles en Almeria. Il demande à Noah s'il a l'intention de réprimer cette rébellion lui-même. Et il répond que ce ne sera pas possible pour lui car il est jeune et n'a aucune expérience au combat, et il ne sait pas si les soldats lui obéiront sincèrement. Il suggère que l'empereur envoie un autre prince pour mater la rébellion, et le vieil homme est surpris par l'approche rationnelle de Noah face à cette question délicate. Il décide de soutenir sa décision et lui demande s'il nommerait quelqu'un pour anéantir les rebelles. Noah suggère qu'Henry serait la meilleure personne pour ce travail car il fait confiance à son jugement. L'empereur envoie Henry avec Noah pour réprimer les rebelles, et Henry demande à Noah s'il est sûr de vouloir que quelqu'un d'autre prenne la gloire, car le mérite sur le champ de bataille l'aiderait à l'avenir. Noah dit qu'il a besoin d'expérience pour diriger ses soldats, et il ne veut pas qu'ils meurent en vain à cause de son leadership défaillant. Juste à ce moment-là, son épée réagit à une certaine hostilité, et Noah ordonne immédiatement d'arrêter la calèche. Il comprend que des ennemis en veulent à sa vie, et décide de les affronter de front au lieu de compter sur l'aide de son frère. Il saute de la calèche, et les torches le long de la route s'éteignent. L'instant d'après, des piliers d'eau jaillissent du sol pour l'attaquer de tous les côtés, mais Noah les bloque tous en transformant Léviathan en bouclier. Il réalise que les assaillants utilisant l'eau doivent être les rebelles d'Almiria, et les neutralise immédiatement avec son habile maniement de l'épée. Henry est impressionné par sa croissance, et dit qu'il aurait été bien de pouvoir interroger ces salauds. Noah lui dit qu'ils peuvent toujours le faire car il ne les a pas tués, et les a seulement assommés avec l'aura de son épée. Henry est une fois de plus impressionné par son frère, puis dit qu'il avait entendu dire que les rebelles étaient principalement des cavaliers, donc il ne s'attendait pas à des assassins. En entendant cette déclaration, Noah réalise que quelque chose ne va pas car ils n'ont pas de bons chevaux de guerre en Almiria. Le lendemain, il va voir Alan et lui révèle le secret le mieux gardé. Il y a eu une rébellion en Almiria. Il donne 10 000 à Alan pour qu'il achète immédiatement toute la nourriture pour chevaux sur le marché,
car il a déjà compris que les rebelles ont acheté les chevaux de guerre à quelqu'un d'autre, mais qu'ils doivent acheter la nourriture sur les marchés voisins. S'ils ne peuvent pas en acheter, ils n'auront pas assez de fourrage pour subvenir aux besoins de leurs chevaux, même après avoir pillé les civils, et de cette façon, ils seront considérablement affaiblis au combat. Peu après, l'empereur appelle Noah pour lui dire qu'il a fait interroger les assassins par ses hommes, et ils ont réussi à leur soutirer des informations utiles. Les assassins ne visaient pas à tuer Noah, mais voulaient plutôt l'enlever, et l'utiliser comme monnaie d'échange. Cependant, Noah dit à son papa que tout assassin qui crache le morceau si facilement ment très probablement. L'empereur est fier que son fils ait du bon sens, au-delà de son âge, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car il a un moyen de savoir si quelqu'un ment ou non. Noah n'est pas vraiment intéressé par l'art de la torture, alors il décide de croire ce que dit l'empereur. L'empereur félicite ensuite Noah d'avoir géré la situation si vite, car s'il avait été pris, ils auraient eu du mal à gérer les rebelles. En plus de cela, il est heureux que Noah ait pensé à la stratégie de se concentrer sur les chevaux de l'armée rebelle. Les yeux de Noah s'écarquillent de surprise car il a donné l'ordre à Alan d'acheter du fourrage pour chevaux il y a quelques minutes, et son père le sait déjà. L'empereur continue de faire l'éloge de Noah, disant que n'importe qui aurait pensé à la stratégie de la famine, et le prince héritier Albert voulait en fait affamer les rebelles pour en faire un exemple. Cependant, Noah a décidé de se concentrer sur leurs chevaux pour réduire leur puissance, et il a utilisé son propre argent pour cela. L'empereur lui tapote l'épaule, lui disant qu'il a de grandes idées et le courage de les mettre en œuvre rapidement, ce qui n'est pas facile à faire. Noah sent un nouveau trait de caractère s'éveiller en lui après avoir été félicité par son papa, et l'empereur décide ensuite de le récompenser pour sa pensée brillante. Il permet à Noah d'ajouter une épée à son écusson, ce qui est une plus grande récompense qu'on ne pourrait le penser. Dans une nation de guerriers, personne ne peut ajouter une épée à son écusson sans la permission de l'empereur, et s'ils le font, ils risquent l'exécution. Pendant ce temps, obtenir l'approbation de l'empereur pour inclure un drapeau sur l'écusson est un grand honneur pour quiconque, et Noah s'efforce de cacher son excitation en recevant cette grande récompense. Un peu plus tard, ce jour-là, Alan vient rendre visite à Noah qui marche vers lui à petits pas de bébé et met quelques minutes à l'atteindre. Noah dit qu'il est en avance, et Alan répond qu'il connaît tous les types de fourrages qui sont vendus sur le marché, ainsi que les itinéraires par lesquels il est transporté, donc tout acheter ne sera pas difficile. Cependant, il craint que Carfun, le chef des rebelles, ne soit un homme impitoyable qui ne reculera devant rien pour atteindre son objectif. Il met en garde Noah d'être prudent en traitant avec lui. Quand une servante arrive pour lui dire qu'il y a un homme blessé à leur porte, Noah décide d'aller voir ce qui se passe et trouve un chevalier grièvement blessé qui s'agenouille à ses pieds et dit qu'une rébellion a commencé en Almiria. Il affirme que son supérieur est aussi impliqué dans la rébellion, mais il ne l'a pas suivi et est plutôt venu ici pour faire son rapport au prince. Alan pense que le chevalier a risqué sa vie en vain car ils sont déjà au courant de la rébellion, mais Noah remercie le chevalier et ordonne à sa servante de panser ses blessures. Il commence à s'éloigner mais se retourne ensuite et ordonne de remettre au chevalier 1000 $ en récompense. Alan le suit, lui demandant pourquoi il gaspille son argent en récompensant le chevalier pour des informations qu'il avait déjà. Noah répond qu'il ne récompense pas le chevalier pour ses informations, mais pour sa loyauté et son courage. Plus tard cette nuit-là, Zoé entre dans le bureau de Noah, l'air extrêmement bouleversé. Elle s'effondre au sol avant de dire quoi que ce soit, et Noah lui demande ce qui lui arrive. Zoé lui offre d'abord une bourse contenant 500 $ puis une petite fiole. Elle dit qu'un homme inconnu lui a proposé cette récompense pour lui faire boire un somnifère et ensuite le leur remettre. Noah réalise que les rebelles le veulent, coûte que coûte, et qu'ils sont plus désespérés que les mères célibataires très chaudes de ma région qui ont posté leurs annonces sur tous les sites web. Il demande à Zoé pourquoi elle lui a apporté la bouteille, et elle se met à pleurer. Elle affirme que les hommes lui ont dit qu'ils la tueraient si elle ne parvenait pas à droguer Noah. Mais elle ne pourra jamais le trahir. Noah se dirige silencieusement vers son bureau et écrit un chèque de 5000 pour Zoé, lui disant que c'est sa récompense pour ne pas avoir bradé sa loyauté. La tête de Zoé tourne à cette somme, et elle dit qu'elle ne peut pas l'accepter. Mais Noah lui dit d'être sage et d'accepter la récompense. Elle se met à pleurer et à le remercier. Mais Noah lui dit qu'il a besoin d'elle pour quelque chose. Il lui dit qu'il va boire le somnifère et perdre connaissance, et qu'ensuite elle le conduira aux hommes qui l'ont contacté. Il lui dit de s'enfuir dès qu'elle l'aura remis, pour qu'il ne la fasse de pas taire. Zoé est horrifiée à cette idée. Mais Noah a pris la ferme décision de rencontrer les rebelles désespérés. Quelques heures plus tard, il se réveille en plein milieu de nulle part et entend les ravisseurs discuter de la façon dont le tuer est un ultime recours et qu'ils doivent le garder en sécurité, conformément aux ordres de Carfun. Noah laisse l'effet du somnifère se dissiper complètement avant d'évaluer sa situation et constate que ses mains et ses jambes sont ligotées. Cependant, les rebelles seraient de piètres joueurs de cache-cache, car ils n'avaient pas réalisé que Noah cachait Léviathan dans son oreille, plutôt que dans son cul cette fois. Il le sort et lui redonne sa taille habituelle avant d'utiliser son anneau magique pour créer une lame d'eau afin de couper la corde qui le retient. Puis,
Il décide de voir ce qui lui est arrivé à travers les souvenirs de son épée. Il se voit inconscient dans son bureau, et Zoé s'enfuyant alors que les rebelles l'entourent. Ils ont décidé de l'ignorer car faire sortir Noah de son manoir était leur priorité absolue, et ils l'ont emmené dans une calèche découverte. Le récapitulatif étant terminé, Noah se prépare à en découdre avec les rebelles qui se reposent autour d'un feu de camp. Le chef du groupe s'énerve contre celui qui a fait les nœuds, et Noah saute alors, son épée à la main. Les bandits le sous-estiment et lui intiment de se rendre gentiment, car son frère n'est pas là pour le défendre cette fois. L'un d'eux sort son épée pour frapper Noah et le capturer à nouveau. Mais il ne peut même pas faire un pas en avant que Noah ne le charge et ne lui tranche toutes les veines et artères du cou. Alors que le premier rebelle meurt, les autres sont pris de peur et Noah dit qu'il voulait juste obtenir des informations. Mais tous ici sont des idiots qui ne savent même pas que ce n'était pas Henry qui avait vaincu les assassins. Les rebelles se préparent à se battre, mais Noah les anéantit tous sans effort. Juste à ce moment-là, il aperçoit Zoé menant un groupe de chevaliers vers lui et lui demande ce qu'elle fait là. Zoé lui dit qu'elle s'est inquiétée pour lui et a amené les chevaliers pour le secourir. Mais cela n'était pas nécessaire car tous les rebelles sont déjà vaincus. Noah fait signe au capitaine des chevaliers et lui dit de se saisir des rebelles. L'un des rebelles laisse tomber une dague d'aspect étrange et un chevalier s'apprête à la ramasser. Mais Noah sent que quelque chose cloche et lui intime d'arrêter sur le champ. Il ordonne à tous de reculer alors qu'il s'avance vers la dague qui émet une puissante énergie maudite qu'il peut percevoir grâce à sa maîtrise de Léviathan. Il se souvient vaguement des rebelles parlant de la dague maudite qu'ils utiliseraient au camp pour le tuer si la situation dégénérait. Il perçoit la haine de l'homme qui a jeté la malédiction sur la dague, et pendant un court instant, il voit aussi son visage. Noah le reconnaît aussitôt comme le chef des rebelles, et décide de s'en occuper personnellement. Il s'adresse à Léviathan, lui demandant si elle peut l'aider à exécuter son plan, car ce serait un jeu d'enfant pour une épée légendaire de l'élément eau comme elle. Léviathan s'illumine pour donner une réponse positive, et Noah canalise son énergie maudite pour projeter un puissant jet d'eau maudite vers le ciel. Le jet maudit s'élève bien au-dessus des nuages et traverse la moitié de l'Empire, atteignant Carfin et le frappant. Le lendemain, l'empereur convoque à nouveau Noah et s'agenouille à sa hauteur pour le féliciter de l'exploit extraordinaire qu'il vient d'accomplir. Il a reçu le rapport que le chef des rebelles avait été retrouvé mort avec un trou en plein milieu du front, créé par un jet d'eau, et il sait que personne d'autre que Noah n'aurait pu faire cela. Noah confirme, expliquant qu'il a utilisé la haine de la dague maudite pour verrouiller sa cible sur le chef rebelle et lui a ensuite fait un tir à la tête sans viser, à des centaines de kilomètres. Une fois les rebelles privés de leur chef, c'est un jeu d'enfant pour Henry de les réprimer. Et rapidement, toutes les personnes impliquées sont arrêtées. Une immense assemblée est convoquée pour décider de leur châtiment, et l'empereur ordonne que les coupables soient écartelés. Et vous pouvez chercher ce que cela signifie sur Google. Tout le monde se réjouit du châtiment infligé aux rebelles, mais Noah s'avance et s'agenouille respectueusement devant l'empereur, lui disant qu'il ne devrait pas agir ainsi. Tout le monde est sidéré en entendant cela, surtout l'empereur, qui lui demande ce qu'il entend par là. Noah déclare que chacun doit être puni conformément à la loi, et il n'est fait aucune mention d'exécution par écartèlement. Les chefs rebelles doivent être coupés en deux, et le reste du peuple est envoyé au goulag, conformément à la loi, et Noah insiste pour qu'il la respecte. L'empereur demande comment il pourrait refuser la mort la plus brutale à ceux qui se sont rebellés sur son territoire. Et Noah répond simplement que si l'empereur enfreint la loi, cela aura un effet néfaste sur sa réputation et sur le peuple. Tout le monde reste sans voix en entendant cela, mais l'empereur décide d'acquiescer à ce que Noah veut. Il déclare qu'ils suivront la loi, mais ajoute qu'il veut que les criminels reçoivent la peine maximale autorisée par la loi, sans aucune pitié. Noah n'y voit aucun inconvénient, et l'empereur ordonne au Premier ministre de veiller à ce que la loi soit respectée dans la punition des rebelles. Toute la cour se met à louer Noah d'avoir osé tenir tête à l'empereur et d'avoir corrigé son erreur, et ils commencent à le considérer comme une future légende. Même l'empereur est fier que Noah lui ait tenu tête, et il décide de le récompenser de l'avoir empêché d'enfreindre la loi. Il réfléchit un moment, puis décide de décerner un titre à Noah. L'empereur déclare que si n'importe lequel de ses enfants peut lui tenir tête, c'est une toute autre chose s'ils le font pour la bonne raison. Noah a fait exactement cela, montrant à toute la cour à quel point il était intelligent et courageux. C'est pourquoi l'empereur lui confère le titre de prince sage et le changement est immédiatement visible dans la fenêtre de statue de Noah. L'empereur va même jusqu'à déclarer que si Noah était né une décennie plus tôt, cela aurait été encore mieux. Mais il ne dit pas explicitement qu'il aurait été un prétendant au trône. La cour se met soudainement à applaudir Noah en entendant cette déclaration. Et ensuite, l'empereur l'interroge sur les préparatifs pour le prochain examen de sélection des chevaliers. Noah demande la permission de présenter ses plans plus tard, et l'empereur acquiesce. Une fois les délibérations de la cour terminées, ils se rendent près d'une fontaine, où Noah commence à siroter du thé, tandis que 4 serviteurs l'entourent, des seaux d'eau à la main. Au signal de Noah, il tente de l'éclabousser et de le tremper.
Mais Noah utilise simplement le bouclier de son anneau pour parer leurs attaques. L'empereur ne comprend pas ce que cela signifie. Alors Noah lui explique qu'il va demander à tous les participants de l'attaquer de cette manière et juger leurs compétences en fonction de la proximité de leur attaque. L'empereur est impressionné par cette approche innovante, mais il estime que cette méthode comporte des risques. Noah déclare avec assurance qu'il s'occupera de quiconque sera assez fort pour briser ses défenses, et l'empereur est une fois de plus impressionné par sa détermination. Plus tard cette nuit-là, l'empereur se rend dans la salle du trône avec le premier ministre, qui estime que sa remarque selon laquelle les choses auraient été différentes si Noah était né plus tôt était superflue devant la foule. L'empereur en rit simplement, affirmant qu'il le pensait, car Noah est vraiment spécial. Cependant, il est aussi un peu inquiet à cause de la formidable puissance de Léviathan. Bien que sa véritable puissance soit encore scellée, il ordonne à son serviteur d'apporter un trésor spécial, pensant qu'il est dit que le véritable sceau de Léviathan ne doit jamais être brisé. Mais peut-être que Noah peut maîtriser toute la puissance de l'épée légendaire, mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.